Bonjour, je suis Chancela la journaliste de formation. Ces derniers temps, je vous plonge dans l'histoire de la guerre à l'est de la République démocratique du Congo. Pour ceux qui ne le savent pas, la RDC, dont sa partie est, fait face aux atrocités depuis d'il y a 30 ans aujourd'hui. L'histoire remonte de 1994. Nous sommes au Rwanda quand la guerre a été déclenchée entre le peuple rwandais. À l'époque, le Congo était encore le Zaïre, avec Maréchal Mobutu comme président. Il avait reçu la demande de la communauté internationale de pouvoir accepter d'ouvrir les portes de l'RDC dans sa partie est pour recevoir ces réfugiés-là qui fouillaient la guerre au Rwanda. Ce que Mobutu ne savait pas, c'est qu'en acceptant de pouvoir accueillir ces gens-là, il ouvrait en réalité la porte à ce qui est devenu 30 ans plus tard les génocides de son propre peuple, de ses compatriotes congolais, que nous sommes 10 millions de personnes déjà tuées, 500 000 femmes violées, éventrées, massacrées, sans compter le nombre d'enfants aussi massacrés que recrutés des forces pour rejoindre des groupes armés qui sont diligentés, qui sont créé par le gouvernement du Rwanda et le gouvernement de l'Ouganda. La dernière fois, dans la lecture de cette histoire, nous étions arrêtés là où on parlait de l'envoyée spéciale de Ben Clinton, Madame Melissa Vels, qui avait signifié à Mobutu à l'époque que, ben voilà, tes soutiens à la Maison-Blanche n'existaient plus, tes soutiens à Washington n'existaient plus. Alors si tu n'écoutes pas notre demande de pouvoir organiser l'élection rapidement et de passer les flambeaux à quelqu'un d'autre, tu ne feras rien et tu vas t'apprendre à ta propre personne parce que c'est fini, ces favoritismes. En tout cas, c'est ce elle a essayé de dire à Mobutu. Mobutu avait pris ça, c'était déjà dans les années 1990. Mobutu avait pris ça à la légère, mais la vérité est que voilà, son sort a déjà été scellé. Mobutu peut-être ne comprenait pas parce qu'il a passé 32 ans en train de servir ces gens-là, mais il faut que nous les sachions encore aujourd'hui. Aujourd'hui, nous parlons de ce qui se passe à l'Est. Nous voulons que tout le monde soit informé de la situation, que tout le monde prenne des mesures pour pouvoir défendre la République. Mais il faut également que des traîtres qui sont en interne sachent que peu importe leur degré de dévouement à l'égard de l'homme blanc ou de l'Occident, des Américains, des Anglais, des Français en particulier, un jour, le glace sonnera et sera la fin de la situation. Vous ne pouvez pas accepter. Regardez, Mobutu, il a servi 32 ans. Des mêmes personnes, de même gouvernement, de même État. Et à la fin des comptes, il s'est retrouvé seul. On lui a dit, si tu ne quittes pas le pouvoir, ton cadavre sera traîné dans les rues de Kinshasa. Et la suite, nous le savons. Parce qu'il a été contraint de fuir la capitale et de laisser le pays, abandonner le pays à son triste sort avec des aérois à l'époque qui pensaient que l'arrivée de Laurent Désiré était un soulagement ou une libération pour eux. Mais la réalité, c'est que Laurent Désiré, peut-être lui-même ne savait pas aussi, était en réalité c'est lui qui a été placé juste à la tête d'un mouvement pour permettre l'infiltration, l'affaiblissement de nos institutions, mais aussi les pillages de nos minéraux, comme c'est le cas aujourd'hui. Le monde entier nous dit aujourd'hui le Rwanda est parmi les pays développés d'Afrique, Kigali est parmi les capitales les plus propres, mais c'est faux. C'est faux parce que si c'était le cas, Kagame ne se battrait pas à l'est du Congo pour tuer les Congolais et ainsi les remplacer par des peuples rwandais. Si le Rwanda était aussi un paradis comme les gens dans des médias occidentaux essayent de pouvoir évoquer ou de pouvoir présenter les régimes de Kigali, les régimes de Kagame, les Rwandais ne se seraient pas autant accrochés à l'idée de devenir Congolais. Ils ne se battront pas à l'est de notre pays pour supprimer les Congolais et s'auto-remplacer dans cette contrée de notre pays. Le Rwanda est une prison à ciel ouvert. Le Rwanda est un enfer sur terre. Et aujourd'hui encore, les Africains, les scientifiques et nous, Congolais en particulier, nous qui sommes des victimes de cette manigance de la communauté internationale par les biais du Rwanda et de l'Ouganda, nous devons de pouvoir apprendre suffisamment sur la question afin de pouvoir répliquer dans des plus belles des manières. Nous allons poursuivre où nous étions arrêtés. La réalité est que le président Bill Clinton avait trouvé en la personne de Paul Kagame les nouveaux défenseurs des intérêts des États-Unis en Afrique et cela suffisait amplement pour cesser toute collaboration avec le président Mobutu. Il fallait donc le mettre hors d'état de nuire. C'est apparemment hors d'état de nuire ainsi que fonctionnent les dirigeants américains avec leurs amis. Clinton dira d'ailleurs
dira plus tard de Kagame qu'il est l'un des plus grands leaders de notre temps. Et l'ancien Premier ministre britannique Tony Blair de surenchérir en soutenant que Kagame est un visionnaire. Pour les anglo-saxons, la succession de Mobutu ne fait plus l'ombre d'aucun doute, mais ces derniers n'ont pas cru à une rupture avec Washington. Son long règne comme serviteur des intérêts américains en Afrique centrale et en Afrique de l'Est l'avait aveuglé. Il n'a pas perçu que son pays était en passe de devenir la proie d'une bande de prédateurs dont les deux mains visibles étaient le Rwanda de Kagame et l'Ouganda de Museveni. Pour comprendre les changements d'attitude des dirigeants américains vis-à-vis du président Mobutu, il faut revenir sur les schémas qu'il dessine à la fin de la guerre froide au sujet de l'Afrique centrale. Le colonel belge Luc Marshall, commandant des casques bleus de l'ONU en 1994 au Rwanda, rappelle qu'au début des années 1990, après la chute du mur de Berlin et l'implosion de l'URSS, les États-Unis se sont retrouvés sans ennemis identifiables. La menace soviétique ayant disparu, les stratèges de Washington, quelque peu désemparés, décident alors de ces nouveaux contextes de définir une nouvelle doctrine stratégique. Luc Marshall résume ici ce que fut exposé à la conférence de l'OTAN à laquelle il a pris part. À cette époque, j'étais en poste au cabinet du ministre belge de la Défense et j'avais dans mes attributions la gestion des opérations extérieures. C'est en cette qualité que j'ai assisté au siège de l'OTAN à Evere au briefing au cours duquel les Américains ont exposé les résultats de leur analyse stratégique. En synthèse, la conclusion de cette évaluation était que jusqu'en 2017, les États-Unis n'auraient aucune contestation à craindre de leur hégémonie à la surface du globe. La conséquence logique de cette conclusion était que plusieurs zones à caractère vital étaient identifiées comme indispensables pour assurer le maintien de cette prédominance américaine. La région des Grands Lacs, la région des Grands Lacs africains avec des potentialités inestimables de sous-sol ainsi que sa position centrale sur le continent figurait en bonne place dans les shopping lists des stratèges de Washington. Cette réalité constitue, selon moi, le point de départ du long calvaire que connaît cette région d'Afrique depuis les débuts des années 1990. Cette nouvelle orientation que décrit le colonel Luc Marshall dans la politique extérieure des États-Unis apparaît très clairement à la lecture des archives de la Maison-Blanche et de celles de la présidence de la République française. En consultant les notes, rapports et correspondances d'Élysée sous la présidence de François Mitterrand, on apprend aussi au sujet du Zaïre qu'en février 1993, les autorités américaines cherchent à se débarrasser du maréchal Mobutu et exiger que les chefs de l'État zaïrois abandonnent les pouvoirs pour prendre le chemin de l'exil. Cette volonté manifeste d'envoyer les présidents en exercice du Zaïre en exil forcé correspond en fait aux besoins d'approvisionnement des États-Unis en minerais stratégiques du Zaïre. Ça n'a pas commencé aujourd'hui et ça ne s'arrêtera pas si toi et moi, en tant que Congolais victimes de cette manigance, n'allons pas prendre nos responsabilités entre nos mains. En cela, le maréchal Mobutu était un obstacle qu'il fallait éliminer. Lors de son audition au Congrès américain, l'ancien ambassadeur des États-Unis Bill Richardson déclare « Il est utile de commencer par rappeler nos intérêts dans la région des Grands Lacs africains, voire dans toute l'Afrique. » Lors de sa récente prestation des serments, la nouvelle sous-secrétaire d'État aux affaires africaines Susan Rice les définit comme suit. Premièrement, nous cherchons à intégrer pleinement l'Afrique dans l'économie mondiale pour permettre à la population de bénéficier de la croissance économique et assurer les possibilités de commerce et d'investissement pour nos propres citoyens.
Ça n'a rien à voir avec l'Afrique et son peuple. C'est pour les citoyens américains qui viendront investir en Afrique, qui viendront piller, comme c'est le cas aujourd'hui dans l'Est de la RDC. Deuxièmement, nous devons protéger les États-Unis des menaces contre leurs intérêts nationaux émanant d'Afrique. Ceci inclut les trafics de drogue, les risques sanitaires et environnementaux et les dangers causés par l'influence grandissante des États parias en Afrique. Le Congo-Zaïre illustre assez bien ses intérêts. Il offre d'énormes opportunités économiques, 13% du potentiel hydroélectrique mondial, 28% des réserves mondiales de cobalt, 18% de ses diamants industriels, 6% de sa réserve de cuivre, plus des terres riches pour l'agriculture commerciale et alimentaire et une population talentueuse. Le Congo doit servir de moteur de croissance pour toute la région et le pont entre les économies relativement développées du sud et de l'est de l'Afrique et des économies relativement pauvres d'Afrique centrale. Vous voyez qu'en rien, leur présence en Afrique et au Congo n'est profitable au peuple congolais. Ils pensent au bien-être du peuple américain, des citoyens américains qui viendront pour piller les minéraux, comme c'est le cas avec les Apple, Microsoft, etc., dans l'Est de la RDC. Mais aussi, ils pensent au fait que le pays voisin de la RDC, même tous les pays africains, avaient le droit, ou ont désormais le droit de pouvoir s'enrichir sur les matières premières et les richesses qui regorgent la RDC. Nous devons vraiment prendre conscience de la situation et nous assurer que plus rien ne sera comme avant. Les témoignages de Brian Atwood, directeur de l'agence américaine de développement USAID, va dans le même sens. Je crois que le sous-secrétaire Pickering a clairement formulé nos intérêts nationaux au Congo. Le Congo a un formidable potentiel économique avec de vastes ressources naturelles qui pourraient attirer de nombreux investisseurs privés si la situation politique se stabilise. En réalité, il ne parle pas de stabiliser la situation pour le bien des Congolais comme je viens de le signifier. Stabiliser ici signifie clairement le départ de Mobutu parce que vers les dernières années de Mobutu, Mobutu avait commencé à se battre pour les Zaïrois, avait pris conscience que voilà, je ne dois pas continuer à servir éternellement les Occidentaux. Comme ils veulent me tourner le dos, il faut que je me batte maintenant pour le peuple, pour également obtenir l'approbation et le soutien dont j'ai besoin de la part du peuple zaïrois. C'était malheureusement trop tard pour lui. Donc ici, le fait de parler de la stabilité politique signifie en fait écarter les dangers qui est Mobutu. Parce qu'ils savaient qu'ils ont annoncé à maintes reprises à Mobutu qu'il devait partir. Mobutu ne voulait pas. Donc la seule solution, c'était de pouvoir les contraindre à fuir les pays. Et comme ça, ils allaient imposer celui qui devrait stabiliser la politique américaine au Congo pour les intérêts des Américains et les intérêts de tous ceux qui se sentiront concernés par la question au niveau de l'Afrique. Je continue. Ces témoignages donnent l'impression que le Zaïre va devenir rapidement et sous l'impulsion des hommes d'affaires américains la première puissance économique du continent. Il n'en sera rien. Toutefois, le décor de la distribution économique voulue par les États-Unis en Afrique et du Congo-Zaïre est ainsi planté. Cette version est d'abord celle du président Clinton, mais aussi celle de hauts responsables américains qui ne regardent l'Afrique et qui ne regardent l'Afrique comme un réservoir de ressources minières. L'ancien conseiller Afrique de François Mitterrand, M. Guy Penn, affirmera bien cette analyse des États-Unis sur le Zaïre. C'est sûr, Washington n'ira pas se battre pour le Burkina Faso, l'un des plus petits et plus pauvres pays d'Afrique. Les États-Unis sont en train de conclure des contrats au Zaïre, surtout sur le pétrole, mais aussi sur le diamant, le cuivre et de l'or. C'est aussi ce que fait bondir les Français, avouons-le. Une fois l'idée maîtresse installée, il ne restait plus qu'à trouver celui qui acceptera de livrer le Congo-Zaïre à l'appétit des investisseurs étrangers ou des mondialistes américains sans que cela soit trop visible. C'est là que Kagame va intervenir.
C'est ainsi que Paul Kagame va devenir l'homme de la situation, celui que les mondialistes américains pourront utiliser pour parvenir à leur fin. Aider des quelques jeunes Tutsis du Zaïre, il est mis à contribution avec le président Museveni de l'Ouganda pour renverser le maréchal Mobutu. Selon l'écrivain Pierre Péan, tout a été mis en œuvre pour que le coup d'État en préparation contre le président du Zaïre apparaisse comme une réponse à l'appel à l'aide de Tutsis au Zaïre, un appel de Tutsis au Kivu prétendument en grand danger. Comme d'habitude, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Ça n'a pas commencé. Il faudrait que ça s'arrête. Mais un jour, ça s'arrêtera. Un jour, tous ces Tutsis-là assumeront leur pays d'origine et retourneront vers leur pays d'origine. Ça arrivera. Le Congo ne doit pas payer les prix de leur présence. Le Congo les a accueillis, le Congo les a hébergés, le Congo leur a donné l'opportunité de pouvoir faire des affaires et même intégrer la politique. Et tout ce qu'ils ont à rendre au Congo, c'est quoi? C'est chercher à déstabiliser ce pays pour leur bien et le bien de leur mentor Kagame. Ça s'arrêtera. Petit à petit, le monde commence à ouvrir les yeux sur ce qui se passe au Rwanda, sur ce qui est vraiment Kagame. Et même ceux-là qui se disent Tutsis au Congo. Ça changera. Peu importe les temps que ça prendra, ça changera. Parce que les générations présentes et même futures vont agir en connaissance des causes. Je continue. Le sous-secrétaire d'État américain chargé des affaires politiques Thomas Pickering explique à nouveau la machination. Pendant la guerre froide, 5 administrations américaines ont soutenu Mobutu comme fidèle allié des États-Unis en Afrique. En réaction à ces efforts visant à empêcher les réformes institutionnelles, le gouvernement des États-Unis a interrompu l'aide bilatérale au Zaïre et imposé des restrictions visant à Mobutu et à certains de ses proches. Ces mesures visaient à exercer des pressions sur lui afin d'accélérer la démocratisation du pays. En octobre 1996, des groupes ethniques Tutsis dans l'est du Zaïre ont pris les armes contre le gouvernement de Mobutu. Ils furent immédiatement rejoints par d'autres opposants politiques armés qui formèrent l'Alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo-Zaïre qu'on a appelée AFDEL. L'Alliance avait reçu un soutien extérieur substantiel d'un certain nombre des pays voisins, notamment le Rwanda, l'Ouganda et l'Angola. Je vais m'arrêter là, vu qu'on a déjà atteint nos 15 minutes réservées à cette rubrique, mais c'est clair. C'est clair qu'aujourd'hui, vous pouvez accepter de comploter contre votre propre pays, mais vous finirez par être démasqué. Et ça sera pire pour vous. Imaginez 32 ans de services loyaux rendus aux Occidentaux. Et c'est de cette manière-là, de cette manière ridicule qu'ils ont remercié Mobutu. S'ils l'ont fait pour Mobutu, qui a été un disciple loyal, vous pensez qu'ils ne les feront pas pour vous? Ils les feront aussi pour vous. Vous qui avez accepté délibérément de travailler pour Kagame, pour Museveni, en étant Congolais. Vous avez vendu votre conscience pour certains carrés miniers. Vous en payerez cash et cher. C'est clair. Mais le monde entier doit savoir que des millions de Congolais se font tuer par Paul Kagame et Museveni. Des Français en particulier, où Macron s'engage, je ne sais pas moi, à payer des dettes. Il n'était même pas présent. Il n'en sait rien. Il refuse de pouvoir apprendre plus sur la question parce que ses intérêts personnels sont liés aussi à la même situation. Macron veut utiliser abusivement les richesses de la RDC pour payer sa soi-disant dette à l'égard de Kagame. Mais nous, Congolais, qui avons compris la situation, nous prendrons différentes armes. La connaissance pour ceux qui ne sont pas militaires, la conscience patriotique pour ceux qui ne sont pas militaires, les armes pour ceux qui sont militaires, des stratégies pour ceux qui sont stratèges. Et nous viendrons à bout des massacres de nos compatriotes dans l'est de notre pays. Et l'histoire retiendra qu'à une certaine période de l'histoire de la RDC, les Congolais avaient pris leurs responsabilités entre leurs mains et ils avaient changé les destins de leur pays et avaient ramené la paix où il y avait des troubles. Merci à vous qui avez suivi cette session. J'espère qu'elle vous a plu
Et n'hésitez surtout pas à mettre en commentaire vos points de vue et à nous suggérer des ouvrages à partager avec les Congolais qui sont curieux de pouvoir apprendre plus sur la situation de leur pays afin de pouvoir vous préparer, comme je l'ai toujours dit, à toute éventualité. Demain, nous allons entreprendre une nouvelle page ou la suite de ces différentes lectures, mais avec un nouvel ouvrage. La chute du maréchal Mobutu. Ça permettra de pouvoir faire le point sur ce qui se passe actuellement, parce qu'on en saura plus de la part de Mobutu. C'est Honoré Ngbanda, son conseiller en matière politique, qui a écrit cet ouvrage. Des témoignages poignants de Mobutu, de ce qu'il a vécu dans ces derniers jours. Ça nous permettra de pouvoir focaliser sur ça pour éviter des erreurs dans notre lutte pour le retour de la paix à l'est du Congo, mais aussi de pouvoir orienter l'opinion rwandaise à un soulèvement pour le départ du criminel africain, Paul Kagame, mais aussi de son parrain en notre criminel, Museveni. Merci à tous et à demain.